Mesdames et messieurs, bonjour. Je m'excuse d'avance de mon français qui est quelque peu rustique. Thierry me flatte beaucoup, c'est gentil. En fait, notre monde est en train de changer à une rapidité absolument fulgurante. Je ne m'attendais pas du tout à ce qui va se passer. J'adorais les premières lettres que vous avez vues qui s'appelaient Fiat Lux. Fiat Lux étaient en fait les 7 premières lettres jamais imprimées dans un bouquin. C'est les 7 premières lettres de la Bible de Gutenberg de 1452. Vous imaginez Fiat Lux, que la lumière soit. C'est beau, c'est fantastique. En fin de compte, Paul Valéry, qui est un grand poète français, disait que le futur n'est plus ce qu'il était. Et il avait raison, parce que maintenant le futur est en train d'évoluer à une telle rapidité qu'il est devenu presque impossible de prédire ce qui va se passer bientôt. Notre définition de la vie est aussi en train de changer. On sait aujourd'hui une définition très simple, maladie transmise sexuellement qui se termine toujours par la mort. Il n'existe à ce jour aucun remède. Vous remarquerez que j'ai souligné les mots « à ce jour ». Parce que même si on n'a pas encore trouvé de remède, nous sommes aujourd'hui engagés en une course contre la mort. La technologie se développe tellement rapidement qu'en quelques années, on ne reconnaîtra même plus le futur. En fait, notre monde connecté est relativement récent. Il date de précisément 2008. Au début, il n'y avait rien. Et Steve Jobs dit que la lumière soit et la lumière fut. Non, je digresse, excusez-moi. Mais en fait, l'iPhone 3 a marqué la première révolution de ce qu'on appelle aujourd'hui le monde connecté. C'était la première fois qu'on avait un appareil qui permettait vraiment de partager d'une manière universelle les données, tous les problèmes qui vont avec. Parce qu'aujourd'hui, en même temps, on commence à avoir des problèmes sur l'utilisation de la vie connectée. Si je vous demande, c'est une question grossière que je vais vous demander, madame, et je vous demande sans réfléchir une réponse, vous n'avez pas besoin de me répondre. Si je vous demande, est-ce que vous accepteriez de dire à Apple quand vous couchez avec votre mari? Évidemment non. Personne ne veut répondre à une telle question indiscrète. Mais imaginez que vous êtes en train d'essayer d'avoir un enfant, vous voulez procréer, donc vous allez télécharger l'application Nick Just Do It, qui est sur le site d'Apple, et que cette application va en même temps mesurer votre taux d'ovulation et va vous indiquer quel est le moment propice pour en fait avoir des relations sexuelles. De facto, vous êtes en train de dire à Apple quand vous couchez avec votre mari. En fait, c'est cette utilisation insidieuse des données qui fait peur aux gens. On ne sait pas jusqu'où est-ce que ça va aller, où est-ce qu'ils vont prendre mes données, qu'est-ce qu'ils vont en faire, et aujourd'hui, ça terrifie le monde. Je pense que quand M. Pierre Bellon a fondé l'APM en 1987, son intention était de faire progresser l'entreprise, et je vous en remercie. Aujourd'hui, l'APM est devenue plus que ça, c'est devenu un mouvement entrepreneurial, un état d'esprit entrepreneurial. Mais je pense que cette fine intelligence ne suffira pas dans le futur. Je pense qu'il va falloir qu'on commence à chercher autre chose. Je crois en l'illumination. Aujourd'hui, les technologies arrivent d'une manière tellement rapide, tellement extraordinaire, qu'on a peur de les utiliser. Et en fin de compte, tout prend beaucoup de temps à se mettre en marche. On prend beaucoup de temps à accepter les nouvelles technologies. Et ça va ralentir le futur de demain. Notre ami Antoine de Saint-Exupéry disait « Il est grand temps de rallumer les étoiles ». Aujourd'hui, on a un problème sur l'utilisation des données en Europe. C'est surtout un problème de sémantique. Aujourd'hui, les données, c'est négatif. On demande des questions négatives. Si je vous demande, monsieur, est-ce que vous avez peur que je prenne vos données médicales et que je les vende aux assurances pour vous faire payer plus cher? Vous dites oui, évidemment. Mais si je vous demande exactement la même question, vous demandez, est-ce que vous acceptez de partager vos données anonymes de tension artérielle avec la Fondation du Cœur pour faire de la recherche épidémiologique? Là, vous dites oui. En réalité, dans mes 25 ans de travail médical, je n'ai jamais rencontré un patient qui n'était pas prêt à partager ses données. Du moins qu'il sache pourquoi il les partage, comment elles sont partagées, comment elles sont utilisées. Mais en même temps, tout le monde est en train d'agiter ce fantôme de la sécurité des données, et ça devient de plus en plus difficile pour voir qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est mauvais. Pour vous donner un exemple où la mauvaise
utilisation des données peut nous induire, ça c'est le premier ordinateur portable, ce qu'on appelle The Osborne. C'est un appareil magnifique, 1980. Mon père adorait cet appareil. Mon père est un mathématicien assez connu, et mon père en fait a utilisé cet appareil en 1980 pour démontrer sans équivoque qu'il était physiquement impossible pour le corps humain de courir 100 mètres en dessous de 10 secondes. Pour ce faire, il a pris toutes les données physiologiques du corps humain, les a entérinées dans l'ordinateur, il a démontré noir sur blanc, pardon non, vert sur noir, que c'était physiquement impossible. Et ça, c'était en 1980. En mai 1981, Carl Lewis a couru 100 mètres en dessous de 10 secondes pour la première fois à basse altitude aux Jeux olympiques de Tokyo. Et aujourd'hui, si vous ne pouvez pas courir 100 mètres en dessous de 10 secondes, restez chez vous. C'est devenu le standard. Tout le monde le fait. Pas moi, mais je veux dire, grande majorité des gens qui courent. Non, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où tout le monde est en train de chercher le prochain océan bleu. On a 7,5 milliards de personnes sur la planète qui sont tous en train d'essayer de battre le prochain record, d'améliorer la vie autour d'eux. Et c'est vraiment ça ce qui est en train d'accélérer la technologie de demain d'une manière incrémentale. Le futur arrive. Il a l'air absolument fantastique du point de vue de technologie. Ça, la technologie, elle est merveilleuse, mais ce qui me fait vraiment peur aujourd'hui, c'est le futur social. On sait que le futur arrête, on ne peut pas arrêter le futur, mais en même temps, on ne peut pas rembobiner le passé. C'est déjà là. Tout ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est presser play et voir ce qui va se passer. Mais en même temps, je pense qu'il faut qu'on fasse très attention si on veut que le futur reste égal pour tout le monde. On sait statistiquement que l'homme de 150 ans est déjà né. Ça, c'est indéniable. Si vous êtes né après l'an 2000, vous allez probablement devenir centenaire. Chaque année, on rajoute 3 mois de longévité à notre vie. Meilleure nutrition, meilleure santé, meilleur système de santé. Donc, par définition, on vit de plus en plus longtemps. Mais avec ça viennent beaucoup de problèmes. Parce que c'est pas facile d'avoir 150 ans. Excusez-moi, je ne pouvais pas résister. Non, je dis c'est pas facile d'avoir 150 ans parce que, imaginez, dans le futur proche, on aura plus de personnes âgées que de personnes jeunes. Et en fait, ça, il y a un autre problème caché, c'est que les personnes âgées ont plus de maladies chroniques, plus de problèmes, mais elles ont aussi beaucoup plus de problèmes de compréhension, d'acceptation des nouvelles technologies. Mais en même temps, les technologies arrivent de plus en plus vite. Donc, on va avoir ce chasme qui va se créer entre la population âgée et les nouvelles technologies qui arrivent. Et ça va causer un énorme problème. Et la technologie, aujourd'hui, accélère d'une manière incrémentale. Une raison très simple, chaque personne sur notre magnifique planète, aujourd'hui, va émettre à peu près 500 mégas de données par jour. 500 mégas de données par jour, c'est assez difficile de comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Donc, mais imaginez si on prenait, par exemple, toutes les données générées par la Terre entière dans une journée. Et on les imprimait sur des feuilles de papier, taille A4, police taille 12, en double face, et on empilait ces feuilles de papier. On aurait une pile de papier qui irait jusqu'au Soleil. Et retour. 4 fois. Ça, c'est le nombre de données qui sont issues en une journée. Et ça, mesdames et messieurs, c'est ça ce qui va causer la plus grande révolution de demain. Parce que croyez-moi, on est vraiment sur le bord d'une révolution. Dans les 10 prochaines années, 7 à 8 nouvelles technologies vont arriver qui étaient de la science-fiction il y a quelques années, mais qui sont aujourd'hui une presque réalité, qui sont en train d'entrer dans notre inconscient. Ça paraissait de la science-fiction il y a quelques années, mais aujourd'hui, c'est une presque réalité. Et il y a une raison pour laquelle il y a une telle accélération de la technologie. La première est toute bête, c'est que au fur des 100 dernières années, on a presque doublé l'espérance de vie. En 1900, vous voyez que l'espérance de vie était de 47 ans. Aujourd'hui, pour les hommes, elle est de 84 ans, pour les femmes de 87 ans. Et comme je vous disais plus tôt, on est constamment en train de rallonger la durée de vie de tout le monde. Ça, c'est le premier facteur. Donc aujourd'hui, on a plus de personnes âgées, ce qui veut dire qu'elles ont plus de temps pour réfléchir, pour s'éduquer, pour en fait développer de nouvelles technologies. L'autre facteur très très important, c'est la population globale, explosion de la population globale. L'homme, nous, beaux comme on est ici depuis à peu près 10 000 ans. 10 000 ans, c'est très peu.
Ça a pris, en l'an 0, après 8000 ans d'existence, il y avait 200 millions de personnes sur la planète. 200 millions de personnes, c'est négligeable. C'est la population du Pakistan, mais dans le monde entier. C'est presque rien du tout. Ça a pris jusqu'en l'année 1790 pour arriver à une population de 1 milliard. Et ensuite est venue la révolution industrielle du début du 19e siècle, et soudainement, ça a commencé à monter d'une manière incrémentale. Et quand moi, je suis né, en 1965, on avait 3,5 milliards de personnes sur la planète. Donc, dans ma vie, de 50 ans, on a doublé la population humaine. Aujourd'hui, on est 7,5 milliards de personnes sur notre magnifique planète. Très important. Je pense que vous connaissez tous ce magnifique appareil. Ça, c'est le premier ordinateur, le premier vrai ordinateur. IBM, 1967. La NASA s'est servie de 2 de ces appareils pour envoyer un homme sur la Lune en 69. C'est magnifique, c'est beau, c'est la technologie. Le premier Cray supercomputer est arrivé en 1974. Par supercomputer, je parle d'un ordinateur avec des capacités de calcul presque infinies. Jusqu'à il y a quelques années, il n'y avait que quelques supercomputers dans le monde entier. Il y en avait quelques-uns en Russie, en Chine, un au Japon, aux États-Unis, mais relativement peu de supercomputers. Imaginez donc qu'un iPhone 6 est 1000 fois plus puissant qu'un Cray supercomputer de 1974. Donc aujourd'hui, le constat est qu'on a 7,5 milliards de personnes qui ont dans leurs mains un appareil qui a la puissance de calcul de 1000 supercomputers de 1974. Donc c'est ça ce qui va vraiment pousser cette accélération de la recherche. Malheureusement, aujourd'hui, on se trouve encore dans une situation où la grande majorité des gens ils utilisent cette puissance de calcul infinie pour Facebook ou pour Tinder, mais j'espère que d'ici quelques années, on sera capable de l'utiliser à meilleur escient, parce que ça ne saurait tarder. Pour vous donner un exemple à quel point la technologie est en train d'évoluer rapidement, ça c'est la première photo connue d'une mesure de la tension artérielle. En France, à Paris, hôpital de la Pitié-Salpêtrière, le moment n'est pas du tout banal, hautement clinique, c'est très photogénique. Vous voyez 14 médecins autour du patient pour une mesure de la tension artérielle. Au chevet du patient, vous voyez monsieur le docteur Henri Vaquez, à ses pieds, docteur Charles Aubry, les 2 inventeurs du tensiomètre. Magnifique photo. Ça, c'était il y a 100 ans. Imaginez que d'ici quelques années, d'ici 1 ou 2 ans, on sera capable d'injecter vos artères avec des nanorobots qui vont se nourrir de plaques et de cholestérol et qui vont rotorouter vos artères comme des vulgaires toilettes. Ça, la nanotechnologie, elle arrive. Elle est ici, c'est indéniable. D'ici 3-4 ans, elle fera partie de la panoplie des instruments du médecin. Premier gros changement qui arrive en médecine. L'autre changement, l'ADN. L'ADN, c'est le livret d'instructions pour écrire la vie. Aujourd'hui, on a déchiffré l'alphabet de l'ADN. La prochaine étape, c'est d'utiliser cet alphabet pour commencer à écrire des nouveaux romans, pour en fait guérir des maladies avant qu'elles n'apparaissent. Ça, c'était de la science-fiction il y a quelques années. C'est aujourd'hui une réalité. On est déjà en train de le faire. Une autre technologie qui arrive. Imaginez que dans quelques années, on sera capable d'imprimer des organes complexes à partir de cellules souches, en impression 3D. Je viens de voir qu'en Israël, ils viennent d'imprimer leur premier cœur à partir de cellules souches. En Russie, ils sont en train de travailler sur un foie en cellules souches. D'ici quelques années, on sera capable de remplacer n'importe quel de vos organes internes. Et imaginez encore plus la robotique. On sait maintenant, avec le travail qui se fait en France, au Japon, aux États-Unis, sur la robotique, que d'ici 10 à 15 ans, on sera capable de remplacer presque n'importe quelle partie mécanique du corps. La seule chose qu'on ne sera pas capable de remplacer, c'est le cerveau. Parce qu'on ne peut pas imprimer l'intelligence. Pas encore. Parce que même si on ne peut pas imprimer l'intelligence, on sait maintenant que tout ce qui peut être connecté va être connecté et on peut augmenter ces données en faisant du data mining, en ajoutant de l'intelligence artificielle. La connexion est aujourd'hui arrivée. Que vous le veuillez ou non, c'est rentré dans vos mœurs et vos attentes en tant que consommateur. Quand vous achetez un ordinateur, vous ne demandez pas « est-ce que mon ordinateur va avoir Internet ?» C'est évident. Mais il y a quelques années, c'était complètement récent l'Internet. Mais d'ici quelques années, dans les 5 prochaines années, si quelque chose n'est pas connecté, qui devrait être connecté, ce sera considéré comme un dinosaure. Ce sera une antiquité. Et c'est ça la grande révolution, parce que Big Data, tout ce qui va générer, va nous permettre de faire des trucs absolument fantastiques
qui vont accélérer la recherche de demain. D'ici quelques années, on sera dans une situation, je ne sais pas pourquoi le vidéo ne fonctionne pas, mais on va accélérer la recherche clinique pour en fait pouvoir trouver des remèdes non seulement à des maladies qui existent, mais à trouver des remèdes pour des maladies avant même qu'elles n'existent. Science-fiction, je ne pense pas. Donc on sait déjà que d'ici quelques années, le futur immédiat, on a ces 7 technologies, le big data, l'intelligence artificielle, l'ADN, la nanotechnologie, impression en 3D de parties du corps, la robotique, la thérapie cell souche, plus de cancer, plus de maladies, plus de morts. Est-ce que vous pouvez même imaginer un tel futur? Mais c'est là où il faut vraiment qu'on fasse attention si on veut que ce futur reste égal pour tout le monde. Le poète français Marcel Proust disait que le véritable voyage de découverte ne consiste pas à chercher de nouveaux paysages, mais à regarder les choses avec de nouveaux yeux. Et mesdames et messieurs, si on veut que notre futur survive demain, il nous faut commencer à regarder les choses avec de nouveaux yeux. Il faut qu'on change notre manière de penser. Parce que le plus grand danger pour notre futur est la croyance que quelqu'un d'autre va en prendre responsabilité. L'impact de notre civilisation, ou manque de civilisation, sur notre planète est stupéfiant. Et chaque année, on aggrave ce problème. Chaque année, on divise le monde en ceux qui ont, ceux qui n'ont pas. On est constamment en train de travailler pour nous-mêmes plutôt que de travailler pour le bien commun. Il faut vraiment qu'on commence à pousser ce que j'appelle the tech for good plutôt que tech for money. Parce que je pense qu'on sait tous que notre planète n'a jamais été en aussi mauvais état. On sait aujourd'hui que sauver l'environnement, ce sera probablement un des grands problèmes du 21e siècle. Mais en même temps, je pense qu'il faut absolument qu'on fasse attention sur d'autres choses. Il faut qu'on va devoir prendre des très dures décisions politiquement, socialement et moralement. Parce que ce n'est pas seulement le futur de l'homme quand on est en train de dessiner, hélas, c'est le futur même de son humanité. Et je sais aujourd'hui que le futur arrive. Et la seule chose que je sais sur le futur, c'est qu'il va être complètement différent de ce qu'on attend, de ce qui va se passer. Aujourd'hui, le futur est en train de nous appeler. Et j'espère que les membres de l'APM seront aptes à répondre à cet appel. C'est Schopenhauer qui disait que l'intelligence vous permettra de toucher une cible que personne d'autre ne peut toucher. Mais le génie, l'illumination, vous permettra de toucher une cible que personne d'autre ne peut voir. Mesdames et messieurs, chers membres de l'APM, c'est cette cible cachée qu'il nous faut aujourd'hui regarder. Je vous remercie infiniment et je vous souhaite une fantastique journée. Merci. Merci.